Alors qu'il s'était infiltré sur la Terre Sainte, Rox dit Shebeck a réalisé l'impossible, s'introduire dans la chambre fleurie. C'est un acte qui n'avait jamais été commis dans l'histoire. Il fut le premier et le seul à l'avoir fait. Malgré cette prouesse, Shebeck, connaissant ses limites, s'est résigné à partir, mais promit à Im de revenir tout en lui faisant savoir qu'il était un grand admirateur de Davy Jones. Que nous fait comprendre cette rencontre épique entre ce qui s'apparente être les deux plus grands antagonistes de l'œuvre? Nous le découvrirons très bientôt. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie suite au chapitre 1155 de One Piece. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Pour commencer, nous devons parler de Davy Jones, car Shebeck, étant donné son impuissance actuelle, fait savoir à Im qu'il est un admirateur de Davy Jones, comme si cela était censé être une menace. Et en y réfléchissant, je pense que Davy Jones était un ennemi d'Im et que Shebeck a pu, grâce à lui, découvrir ou théoriser l'existence d'Im-sama, du diable. Pour cela, commençons par nous intéresser à Davy Jones. Qui est-il et d'où Oda puise-t-il ses inspirations pour ce personnage qui semble prendre un rôle pivotal dans l'œuvre? Dans la tradition maritime, Davy Jones est une figure mythique étroitement liée aux profondeurs de l'océan et à la mort en mer. Son nom est associé à l'expression bien connue dans le monde anglophone « The Locker of Davy Jones », c'est-à-dire le casier de Davy Jones. Il s'agit d'une métaphore marine, le fond de l'océan, là où reposent les corps des marins disparus, perdus à jamais sous les vagues. Mourir en mer, c'est finir dans le casier de Davy Jones. Autrement dit, disparaître sans sépulture. Mais qui était Davy Jones? L'origine exacte du personnage est incertaine. Il n'existe pas de source officielle ou de récit unique. Il s'agit d'un mythe composite, qui puise dans des différentes traditions orales, superstitions maritimes et influences littéraires. Certaines théories avancent que Davy Jones aurait été un capitaine de navire cruel et sans foi, qui terrorisait ses hommes et les condamnait à mort pour la moindre faute. D'autres le décrivent comme un aubergiste londonien du XVIIIe siècle qui droguait les marins ivres pour les vendre de force à la marine marchande ou militaire. Une pratique réelle appelée shanghaiing. Dans cette version, Davy Jones devient une sorte de figure de piège, celui qui attire dans sa taverne pour mieux vous condamner à la mer. D'autres vont encore plus loin. Ils en font une créature surnaturelle, un esprit maudit, ou même un démon des océans. Dans des récits, Davy Jones est chargé de collecter les âmes perdues en mer, errant à bord d'un navire fantôme, entre la vie et la mort. C'est dans ce cadre que surgit une des versions les plus sombres du mythe, celle de son lien avec le diable. Selon certaines traditions maritimes du XVIIe et XVIIIe siècle, Davy Jones aurait été un homme ayant défié le diable en personne, refusant de lui livrer son âme après un pacte brisé ou une trahison. Il aurait été maudit pour une éternité. Le diable, en guise de vengeance, il lui aurait ôté la possibilité de mourir, le condamnant à errer sur les mers, prisonnier d'un rôle funeste, gardien des morts, collecteur d'âmes. Il n'est donc pas un serviteur du mal, mais son ennemi maudit, un damné parmi les damnés, qui porte le fardeau d'un défi perdu d'avance. Ce thème, celui du pacte brisé avec des forces infernales, est fréquent dans le folklore marin, et rejoint d'autres figures maudites comme le Holodé volant, Flying Dutchman, un autre capitaine condamné à errer sans fin. Par ailleurs, la mer elle-même, dans l'imaginaire ancien, est souvent perçue comme une entité surnaturelle vivante, voire jalouse ou vengeresse. Davy Jones devient alors le symbole de cette mer dévoreuse, de cette frontière hostile entre les hommes et les abysses. Le nom Davy Jones apparaît pour la première fois de manière littéraire dans le roman The Adventures of Peregrine Pickle, en 1751 de Tobias Mollett, où il est présenté comme une sorte de diable marin. On retrouve aussi des mentions dans des journaux de bord de navires anglais du XVIIIe siècle, ce qui témoigne d'une présence ancienne du mythe dans la culture des marins, notamment anglo-saxons. Aujourd'hui, Davy Jones est devenu une figure emblématique de la culture populaire. Dans la saga Pirates des Caraïbes, il est représenté comme un capitaine monstrueux au visage couvert de tentacules, gouvernant un navire hanté, le Flying Dutchman, et chargé de récupérer les âmes des noyés. Ce n'est pas historiquement exact, mais c'est une fusion très réussie de plusieurs légendes maritimes. Davy Jones, le Hollandais volant et le mythe du pacte maudit. Au final, Davy Jones incarne la peur ancestrale des marins.
celle de disparaître à jamais sans trace, sans sépulture, englouti par les flots. Il est la personnification de la fatalité en mer, du châtiment éternel et parfois même de la rébellion punie. Figure ambiguë, à la fois bourreau et victime, il reste dans toutes ses versions le gardien de l'inconnu marin, là où même les prières ne remontent plus à la surface. Ce qui est important à en tirer est bien évidemment son lien avec le diable, corroborant l'idée que David Jones dans l'univers de One Piece eût été un ennemi d'Im-sama. Et je pense que Shebek a pu découvrir non seulement l'existence de Im-sama, mais également sa face cachée en tant que diable grâce à David Jones qui l'admirait, car la clé pour atteindre son rêve lui a été donnée par ce dernier. Et ça serait logique de se dire que Shebek, qui voulait régner sur le monde, ait théorisé et découvert l'existence du diable, de Im-sama, car son objectif n'était atteignable qu'en le détrônant. Son plus puissant adversaire et rival, Goldie Roger, a suivi le même schéma dans sa propre quête. En effet, après avoir parcouru le monde entier, Roger finit par atteindre l'île de Lodestar, censée être la dernière étape indiquée par le log pose. Cependant, une fois arrivé à Lodestar, Roger fait une découverte troublante. Le log pose ne pointe plus nulle part. C'est à ce moment-là qu'il comprend que quelque chose manque. Lodestar n'est pas la fin du voyage. C'est là que le roi des pirates développe une théorie. Il existerait une autre île cachée qui n'est pas accessible par la navigation normale. Une île absente des cartes, des routes maritimes classiques et inconnue même des plus grands explorateurs. Cette île ne peut être trouvée qu'en suivant une autre méthode, bien plus ancienne et mystérieuse, les road poneglyphes. Ces 4 énormes stèles rouges disséminées à travers le monde indiquent chacune une position précise sur la mer. Une fois ces 4 coins réunis, ils révèlent l'emplacement exact de la dernière île. Roger comprend alors que pour atteindre cette destination cachée, il faut déchiffrer ces poneglyphes. Roger a donc théorisé l'existence de Loftel, théorie qui s'avéra vraie pour finir son aventure. Alors songer au même schéma pour Rox, dit Shebek, n'est pas déconnant. C'est de cette façon que j'interprète narrativement et scénaristiquement la scène épique entre Shebek et Im qu'Oda aurait pu nous montrer postérieurement. La seule différence entre Shebek et Roger, c'est que Shebek n'a pas accompli son rêve de dominer sur le monde. Et cela nous donne une triple lecture à ses propos, à savoir qu'il reviendra. Une première lecture serait que Shebek avait pour ambition de revenir détrôner Im, car n'étant pas assez puissant à ce moment-là pour le faire, mais qu'il ne pourra pas réaliser cet objectif étant donné qu'il sera vaincu par Roger à God Valley. Ainsi, sa promesse de revenir nous fait comprendre les ambitions du personnage, mais celui-ci tombera et il ne nous incombe pas de nous intéresser à Shebek dans notre présent actuel. Mais une deuxième lecture peut suggérer qu'à travers cette promesse de revenir, Oda nous fait non seulement comprendre les ambitions du personnage, mais nous fait passer également un message à nous lecteurs via Shebek. Il nous tease un retour de Shebek dans l'œuvre. Cela peut s'accomplir si la théorie que j'ai faite dernièrement s'avère vraie, à savoir que Shebek somme actuellement en Teach ou qu'il a été pétrifié, volontairement ou pas, et que Barbe Noire souhaite le dépétrifier en faisant revivre l'ancien détenteur du pouvoir grâce au pouvoir de Moria qui est prisonnier, raison pour laquelle il souhaitait tant mettre la main sur le fruit de l'impératrice pirate. Une troisième et dernière lecture possible, de mon point de vue, est quant à elle symbolique. Maintenant que nous savons que Teach est le fils de Shebek, son retour ne pourra pas se faire physiquement mais symboliquement à travers son fils, qui accomplira sa volonté, qui réussira à devenir le roi du monde là où il a échoué en tombant à God Valley. Pour en revenir sur ce que je disais en début de vidéo avec le lien David Jones, Im-sama, et que Shebek ait potentiellement découvert l'existence du diable, il se peut que Teach sache pareillement que Im-sama existe. Et ainsi, on en revient au chapitre 1149 avec l'intervention d'Im en personne sur Elbaf pour accélérer les choses et pouvoir appeler les chevaliers sacrés sur la Terre Sainte en renfort. Avec ces derniers chapitres et ces théories, ça me mène à penser que Teach a peut-être orchestré l'attaque sur Marie-Joase, tandis que la présence des révolutionnaires est moins certaine, car leurs offensives sont plus stratégiques et pensées sur le long terme. Oda nous fait comprendre via ce flashback tout ce qui entoure la légende des Rox, les ambitions de Shebek, mais également le rôle de Teach dans tout ça et potentiellement son implication sur le danger qui siège actuellement à Marie-Joase. Et ce serait le comble qu'une fois le flashback fini, Oda nous donne des chapitres qui s'attardent sur la situation d'Elbaf avec Imu et parallèlement sur la situation de Marie-Joase qui a causé justement le chaos présent à Elbaf. Une manière de relier le tout et de faire avancer l'intrigue efficacement.
Tout cela précédé d'un flashback légendaire qui approfondit le lore d'Elbaf et son histoire pour rapporter des révélations, en plus de nous révéler l'histoire d'un des plus légendaires pirates, afin qu'une fois retourné dans le présent, son fils accomplisse sa dite volonté en attaquant la Terre Sainte, en s'en prenant au trône. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde dès que je le peux. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!